Et nous allons désormais lancer la table ronde. Donc, tout d'abord, nous allons présenter quelques idées. Nous allons prendre 5 à 10 minutes. Je pense que personne n'a préparé un texte plus long. Et ensuite, nous allons lancer la discussion. Le but est tout simplement de provoquer un débat avec des idées que vous pouvez examiner, qui vont vous faire réfléchir. Et donc, comme ce matin, je préférerais que cela ne devienne pas un match de ping-pong, tout d'abord parce que je déteste le ping-pong, et ensuite parce que ce n'est pas très interactif. Donc, si on peut avoir un autre format que des questions et des réponses, et que si la salle peut également contribuer dans la discussion, et même entre vous, ce serait vraiment idéal. Donc, commençons. Nous avons d'abord 4 courtes présentations de 5 à 10 minutes. La première est par Matthijs Hirschmüller. Matthijs, vous voulez parler ici? Vous voulez vous lever? C'est à vous de voir. Mais faites quelque chose. Yes, please. So, pour cette table ronde, on m'a demandé de faire quelques déclarations. Et je crois que si on part de transition urbaine, transition dans les zones urbaines, eh bien, pour ma part, ceci me renvoie à la transition énergétique et cela a un impact sur le consommateur final d'énergie principalement. Et donc, la question principale sera de savoir si le consommateur réussira à modifier le système d'énergie au niveau local d'un système qui est déterminé par une relation distante entre les sociétés qui fournissent l'énergie et les consommateurs et les producteurs. Donc ça, c'est le système d'aujourd'hui et vers des sociétés qui seraient capables de le fournir d'une autre manière. C'est le cas dans de très nombreux pays européens. Nous sommes confrontés à des problèmes. Il y a des villages écologiques qui existent aux États-Unis, mais le problème, c'est de savoir comment le citoyen, le consommateur, peut faire la transition vers un système de ce type. Ce que je veux dire, et je vais m'en tenir à cela, c'est que la première question à se poser, c'est le consommateur final, que ce soit une société, une université ou simplement un citoyen normal, c'est quelle quantité d'énergie je consomme, combien je paye par année. Donc, si vous connaissez ces renseignements, c'est facile de connaître votre pouvoir d'investissement. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte que qu'ils ont un pouvoir d'investissement dans mon pays, durable, dur, ça veut dire également cher en néerlandais. Donc, ça veut dire dur, ça veut dire durable et cher en néerlandais. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont des revenus des faibles voient l'argent partir et ne le voient jamais revenir. Donc, je pense que c'est un point dont il faut tenir compte, mais ce n'est pas le seul élément. Il faut également parler de gaspillage, de la qualité de l'alimentation, des sols, de gestion des sols. Donc, il faut, à mon avis, intégrer ces éléments, ces questions, ces problématiques dans quelque chose qui devienne bénéficiaire pour tous les acteurs, pour tout le monde. Donc voilà ma contribution liminaire à ce débat sur la transition urbaine de cet après-midi. Merci Matthijs. Alors que je vais m'exprimer en anglais, j'aimerais tout d'abord dire qu'il faut réfléchir à comment combiner la transition urbaine et la durabilité.
nous sommes confrontés à des défis cruciaux sur lesquels nous sommes tous d'accord. Mais quand on commence à réfléchir à ce qu'il faut faire de manière concrète, où on n'est pas très sûr même de ce que c'est que les études sur la durabilité, il y a très peu de consensus en fait. Je crois que les antagonismes entre la justice sociale et la durabilité est le gros problème qui se pose pour les études sur la durabilité. C'est la raison pour laquelle je souhaite me concentrer sur ces questions de durabilité urbaine et de justice sociale. Il est difficile de répondre à la question de base sur ce que c'est les études sur la durabilité. Ça ne parle pas uniquement de science. C'est également une question d'idées et de valeurs. Il y a des interprétations différentes qui divergent bien souvent les unes des autres. Dans la mesure où les valeurs peuvent être très différentes d'un pays à l'autre ou d'une époque à l'autre, si on commence avec le rapport sur le développement, on s'aperçoit que la durabilité, c'est quelque chose dont on a commencé à parler dans les années 90. Et puis progressivement, la durabilité a commencé à prendre des contradictoires, ce qui fait que la situation d'aujourd'hui est tellement complexe qu'il faut avoir presque une cartographie de la durabilité. C'est comme une sorte de terra incognita, de terrain inconnu avec des points très différents. Donc ça, c'est un article qui a été écrit par un auteur et qui explique ça. C'est un article très intéressant que je vous recommande. Ensuite, les recherches sont un peu limitées par les ressources physiques. Il faut pouvoir tout de même répondre à ces questions sans compromettre l'avenir des jeunes générations. Et pour cela, on va être confronté à des difficultés. Il est difficile d'équilibrer les besoins de la société d'aujourd'hui, la justice de l'environnement, la justice des conditions de vie, et concilier ça avec les besoins des générations futures, comme la conservation de la planète, etc. etc. Alors, combiner la justice sociale est particulièrement important dans les zones urbaines. D'ici à 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes. Les autorités locales, lorsqu'elles essayent de rendre leur ville durable, ont en commun les objectifs de mieux utiliser ce qui est déjà sur place. Les études de durabilité pourraient être appelées des études sur le recyclage. Et on pourrait parler de villes recyclables, puisqu'il faudra recycler sans passer par des phases d'obsolescence, sans des terres en jachère, sans des zones où les sols ne sont pas utilisés. Je donne un exemple. On s'est aperçu que dans l'année des années 90, aux alentours de Paris, il y avait des zones industrielles qui n'étaient pas utilisées. Et en même temps, il y avait des constructions qui étaient faites et qui étaient écologiquement durables. Mais même en faisant cela, on sait qu'il faut quand même apporter de l'eau et de l'énergie à ses habitants et sans pour autant trop utiliser les ressources de manière durable. Il faut donc également des outils techniques pour la circulation. Il faut avoir des bâtiments intelligents pour pouvoir mieux utiliser l'électricité tout en conservant le tissu social et urbain. Donc, ce qui veut dire que les études sont tout à fait pertinentes pour voir comment combiner la justice sociale et les études sur la durabilité. Elizabeth Burton, je pense que certains d'entre vous la connaissent ici, a fait un grand échantillon des villes au Royaume-Uni qui ont montré qu'il va falloir combiner des questions juridiques et scientifiques pour pouvoir répondre à ces questions d'injustice sociale. Si on parle de logement durable, il faut se souvenir que
la raison pour laquelle les villes durables sont en général des villes où les gens ont des revenus assez élevés, on comprend très vite pourquoi. C'est parce que ce sont des nouvelles constructions qui étaient vendues à des gens qui avaient des revenus assez élevés. Le fait d'avoir fait ce choix devait permettre la démocratisation à ce type de logement et d'habitation en pensant qu'une plus grande demande permettrait de faire baisser les coûts grâce à des économies d'échelle. L'étude de cas de Suède, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, Varsentharben, montre que cette démocratisation n'a jamais eu lieu. Les coûts de construction ont augmenté de manière constante au fur et à mesure que les promoteurs ont rajouté des spécifications et ont cherché à augmenter leur plus-value. Et de toute façon, il y a un nombre limité d'habitations environnementales, ce qui fait que l'équilibre de l'offre et la demande n'a pas eu lieu tel qu'on le pensait. Et quels que soient les coûts de construction, les choses n'ont pas changé. Lorsqu'un quartier devient socialement inaccessible, on ne peut pas dire qu'il est environnemental, ce qui a poussé certains auteurs à dénoncer la dynamique profondément injuste qui fait que ce sont vers les zones non environnementales que sont poussées les populations les plus pauvres. Donc il y a une vraie question de social justice ici. L'argent public n'aurait-il pas pu être mieux utilisé pour faire disparaître ces disparités environnementales, mieux placées dans des zones où les conditions étaient déjà mauvaises. Par exemple, la région périurbaine de Paris, où il y a des environnements dégradés qui sont également des zones qui socialement ne sont pas privilégiées. Donc, si le facteur principal de cette distribution semble être que l'activité des communes avec des environnements agréables est moins important que le fait d'éviter ceux qui ont un environnement moins agréable. L'interprète ne peut pas continuer à traduire car le son est coupé. Nature, silence, air, water quality and so on. La nature, le silence, la qualité de l'air, etc. Donc, les études sur la durabilité doivent avoir une méthode inclusive plutôt que de se concentrer sur des endroits verts ou des quartiers attractifs. Il faut réfléchir à les mettre en œuvre dans des régions qui sont un peu à l'écart de façon à prendre en compte l'ensemble du tissu urbain. Lorsqu'un endroit a l'air durable, en mettant le poids de la transition sur les autres régions, comme les nuisances telles que les activités polluantes, telles que les déchets, etc., cela siphonne l'énergie, cela rend en fait cet endroit pas vraiment durable, parce qu'il bénéficie de ce que David Pearce appelle la durabilité importée, c'est-à-dire qu'une ville transfère le prix de sa durabilité aux régions adjacentes. Donc, il semblerait qu'il y ait un parti pris contre la mise en œuvre des études et des politiques de durabilité. Il faudrait que les politiques soient appliquées sur des régions qui soient suffisamment vastes de façon à prendre en compte les êtres humains et l'endroit où ils vivent pour faire disparaître ce parti pris négatif. Parce que c'est la seule solution pour que tout soit inclus, qu'il y ait à la fois les banlieues, ce qui est périurbain, et les régions rurales et indépendantes. Cela est tout à fait évident dans la mesure où les limites seront très différentes en fonction de quelle zone on parle. Les zones d'emploi ne coïncident pas forcément avec les zones géographiques qui sont affectées par la pollution. On s'aperçoit que
enfin, la pollution chimique, la pollution de l'air, etc. Si on pense par exemple aux pluies acides, elles ne tombent jamais là où elles sont produites. Les nuisances elles viennent des nuisances dues au centre industriel. Ce qui fait que, pour résumer en 2 points ce que je viens de dire, je pourrais dire qu'il faut réfléchir à la transition urbaine vers la durabilité. Les études sont suffisamment larges pour parler à la fois de ce qui est interne et externe aux villes, l'interland et l'extérieur, et il faut prendre en compte la dimension sociale, l'équilibre et la justice sociale, et voir comment les gens sont engagés, comment sont impliqués, en particulier dans les zones très périphériques, en France en particulier, mais je pense que cela est vrai dans d'autres sociétés. On sent le désespoir dans la façon dont les gens se comportent, et ce que je veux dire par là, c'est que si on ne prend pas en compte toutes ces relations, on se retrouve face à un gros problème, alors qu'en fait, le problème, de toute façon, est déjà là et qu'il faudrait qu'on en tienne compte. Peu importe. Bonjour à tous. Je vais, et vous m'en excuserez, parler en français d'un sujet qui me passionne et donc dans lequel je m'exprime plus facilement en français. Je suis directrice du développement durable de Suez Environnement, qui est un groupe qui travaille sur la problématique de l'eau et la problématique des déchets et qui, du coup, accompagne les villes, que ce soit en France ou dans 70 autres pays, vers cette transition qui doit conduire à la ville durable. Et donc, nous sommes amenés non seulement à travailler énormément avec le monde de la recherche, que ce soit d'ailleurs de la recherche scientifique ou la recherche sociale, que de mettre sur la table un certain nombre de solutions qui sont censées faciliter cette transition, encore que ce mot de transition, je trouve, pose un certain nombre de problèmes parce qu'il désigne un état d'origine et un état d'arrivée. Or, la ville est depuis qu'elle existe, en permanence, en mouvement, mais je préfère d'ailleurs de ce point de vue-là la transformation du modèle urbain et du modèle du territoire urbain, en insistant et le faisant très fortement devant vous, même si évidemment ça a été évoqué, sur les défis auxquels la ville et les villes sont confrontées. On a parlé évidemment du défi démographique, mais il y en a un autre dont je ne pense pas qu'il fasse autant l'unanimité d'ailleurs que ce qu'on veut bien dire, qui est celui de l'impact du réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance des dernières conclusions du rapport du GIEC sur ce sujet. Ils sont absolument effarants. Il se trouve que je connais assez bien Jean Jouzel, qui est un de ses producteurs, qui est un chercheur et qui, pour la première fois, est sorti de son rôle de neutralité de chercheur pour tirer la sonnette d'alarme en disant que si l'on continuait ainsi, eh bien, c'est pas droit dans le mur qu'on allait, mais c'est véritablement à la fin des choses. Et je pense que un des rôles aussi bien de vous que des entreprises est de favoriser cette prise de conscience et cette sensibilisation des impacts du réchauffement climatique. Si j'en prends une seule traduction, parce que quand on parle de réchauffement climatique, c'est encore pour certains un peu conceptuel, si on en examine l'ensemble des conséquences, notamment sur l'eau, on se rend vite compte qu'en 2035, ce qui est dans pas très longtemps, 45% de la population mondiale vivra en stress hydrique. Voilà, et les données peuvent être évidemment accumulées. Si on fait le lien avec l'eau, ça sera soit trop d'eau, c'est-à-dire des inondations absolument monstrueuses dans un certain nombre de villes, soit pas assez, et cela dans des proportions très fortes. Alors, par rapport à tous ces enjeux qu'il ne s'agit pas évidemment de décortiquer ici, mais dont à mon sens il faut prendre la mesure et travailler pour les faire connaître et faire de la sensibilisation là-dessus, un groupe comme le mien se pose un certain nombre de questions. Et c'est 5 points que je voudrais très rapidement développer devant vous, ou en tout cas évoquer devant vous. Le premier, c'est que probablement que l'enjeu majeur par rapport à ces défis, c'est la capacité des territoires urbains et des villes à adopter des modes de gestion sobres
des ressources, et quelles que soient des ressources énergétiques, mais des ressources en eau également. Et cette sobriété dans la gestion amène tout un tas de conséquences, et notamment celle d'être dans la capacité de travailler en transversalité. Vous savez sans doute que dans des villes qui sont encore organisées en silos, un service qui s'occupe de l'eau ou qui s'occupe des déchets ne fait pas le lien, ne fait pas le pont avec le chauffage urbain par exemple. Or, l'ensemble des solutions qui tournent notamment autour de boucles locales d'économie circulaire, c'est-à-dire de la capacité de voir l'activité déchets autrement que celle de l'axe propreté, mais aussi de la valorisation des déchets pour produire de l'énergie, quelque chose qui d'ailleurs se traduit par des expérimentations assez nombreuses, que ce soit en France ou ailleurs, invite évidemment la puissance publique à imaginer des modes de gouvernance, des modes d'action qui sont différents de ceux qu'ils ont connus jusqu'à maintenant, qui sont donc non plus en silo, mais en transversalité. Et là, on a besoin tous de travailler à ce type d'évolution culturelle, pour le coup, pour aboutir sur une vision plus transversale des choses. C'est une très grosse difficulté puisque, et c'est mon deuxième point, elle est en lien avec le second, qui est justement la capacité des collectivités locales à pouvoir adresser des appels d'offres qu'on appelle dans notre jargon intégrés, mais qui en tout cas permettent à des consortiums d'entreprises de répondre ensemble, justement pour intégrer cette transversalité. Vous le citiez tout à l'heure, une entreprise de construction, par exemple, conçoit maintenant, dans ses modes mêmes de construction, intègre plus exactement l'usage, et notamment l'usage en matière d'eau, l'usage en matière de déchets, l'usage en matière d'énergie. Et donc, il faut concevoir les articulations entre ces façons de construire, le service public de l'eau, le chauffage urbain, par exemple. Et là aussi, ça nécessite à la fois de l'innovation juridique et de l'innovation culturelle et contractuelle presque, dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On a développé un programme de recherche avec Sciences Po et le CNRS là-dessus, qui fait d'ailleurs travailler un certain nombre d'étudiants dans tout un tas de villes à l'international pour aller répertorier des modes de gouvernance un peu novateurs qui sont en capacité de produire cette transversalité qui est donc bénéfique et qui va dans ce sens d'une gestion plus sobre des ressources. Je pense notamment à ce qui se passe en Allemagne, à Hambourg, où le mode de gouvernance mis en place permet ce type de partenariat entre acteurs publics et entre acteurs privés, entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, et on voit bien que les choses du coup vont plus vite, et surtout qu'elles intègrent cette idée de transversalité et d'économie circulaire au sein même de la ville. Mon troisième point est justement celui-ci, l'économie circulaire. Il y a, comme je disais tout à l'heure, des expérimentations en ce moment qui montrent qu'à partir des déchets, on peut donc reconstituer des boucles d'économie circulaire, c'est-à-dire que la valorisation énergétique des déchets permet de chauffer les îlots environnants. On sait moins qu'il est possible aussi de le faire avec la chaleur des eaux usées, celles qui circulent en dessous de vous dans les canalisations. On est en train d'équiper un certain nombre de villes avec des échangeurs de chaleur sur les canalisations d'assainissement qui permettent de chauffer les constructions avoisinantes. Là aussi, on a besoin de sophistiquer un peu ce modèle, de le travailler plus en profondeur pour voir comment l'articulation se fait avec les réseaux collectifs et pour voir en quoi de nouveaux modes de production et de distribution de cette énergie peuvent émerger de ce type d'expérimentation. Quatrième point, bien sûr que dans tout cela, un des enjeux absolument capital est celui de l'accès des populations dont on a bien vu qu'elles étaient en croissance dans la ville de manière jamais vue dans l'histoire du monde, donc de l'accès de ces populations aux services essentiels et notamment à l'eau. Et donc quand on croise cela avec l'impact du réchauffement climatique sur l'eau, on voit
qu'il y a sans doute ici, en tout cas à mes yeux, l'enjeu le plus important qui soit. Donc là aussi, il y a à la fois des modalités à travailler, des façons de relier des populations au service général de l'eau, tout en construisant des modes de production autonomes en eau, et ce tricotage finalement entre autonomisation d'un certain nombre de systèmes et tout de même service global de quelque chose qui demeure un service essentiel est à construire. Et là aussi, les pistes de recherche sont nombreuses. C'est vrai aussi dans les déchets à l'international. Vous savez que toute une partie de l'économie des pays est une économie informelle autour de ce qu'on appelle, et ce qui existe encore ailleurs, les chiffonniers. Donc un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est l'intégration de cette économie informelle dans l'économie traditionnelle. Comment concevoir des modèles en aidant par exemple ces chiffonniers à se constituer en coopérative de trieurs pour qu'il y ait hybridation entre modèles informels et modèles traditionnels. Là aussi, il me semble que c'est un enjeu qui intéresse beaucoup la ville durable, dont on parle peu et qui pour autant est assez capital. Et puis le dernier point, et je rejoins avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la ville durable ne sera pas faite sans le consentement des habitants. Et que de ce point de vue-là, la connaissance, l'amélioration de la connaissance sur à la fois les besoins, les attentes des habitants doit être approfondie, et un acteur comme Suez Environnement travaille avec de nombreux sociologues justement pour affiner cette connaissance des besoins et pour, au-delà de cela, concevoir des modes de gouvernance qui soient beaucoup plus participatifs, c'est-à-dire qui permettent aux habitants d'être acteurs de cette transition ou de cette transformation. Là aussi, les pistes sont nombreuses, extrêmement intéressantes, et je pense qu'elles sont elles aussi au cœur de cette problématique de la ville durable qui, à notre sens en tout cas, ne sera faite que si les habitants y participent, y contribuent, comme c'est le cas d'ailleurs dans les seuls exemples de villes durables qu'on peut citer en tant que telles, où il y a des modes de participation des habitants dans l'émergence et dans le déploiement de ces villes extrêmement intéressantes. Voilà, donc c'est un peu un appel à vous qui êtes soit chercheurs, soit étudiants en passe de l'être. Je crois beaucoup à ces partenariats entre les opérateurs privés et le monde de la recherche et le monde des étudiants. Je crois que les enjeux sont tels qu'il y a beaucoup d'intelligence collective à faire sur ces sujets, et surtout à probablement se diriger vers une adéquation plus forte entre attentes, besoins et les solutions que l'on peut mettre, nous, opérateurs, en face. Good afternoon, everybody. Bonjour tout le monde, je parle italien et donc je vais tenter de parler anglais. Et Madame Pierantoni m'aidera, j'espère. Monsieur Pierantoni m'aidera si on ne me comprend pas. Si on parle des villes de demain, il est nécessaire de connaître les cités contemporaines, les cités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu mes collègues parler des problèmes, des risques, des caractéristiques des villes contemporaines. Mathias, François et Hélène, dans vos exposés, vous avez donné une vision du problème des villes contemporaines. Je n'ai que 2 mots à dire à ce sujet. Il me semble que nous aimons la ville compacte historique. Mais il me semble que moi-même, et comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'entre vous, vous vivez dans des villes diffuses, dans des zones périurbaines ou des zones urbaines. Parce que la majorité des gens vivent dans ce type de zones urbaines diffuses. Donc,
Il s'agit des zones urbaines à partir desquelles il faut commencer la régénération. Et c'est là la zone qu'il nous faut étudier. Ce type de zone, la ville contemporaine, présente une problématique qui est liée à la dispersion et la fragmentation, dans lesquelles l'équilibre écologique est en danger. Mais il y a également les équilibres fonctionnels qui sont en équilibre et qui font partie de la machine urbaine et territoriale. C'est un type de ville qui est construite en ajoutant des bâtiments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet stratégique. Il n'y a qu'une addition, un bâtiment, un autre bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet stratégique, il n'y a pas de schéma directeur d'aménagement, il n'y a pas de projet complet, exhaustif. Dans la mesure où je suis urbaniste et que c'est ma responsabilité, nous utilisons le zonage, le zoning. Mais je crois qu'il faut oublier le zoning, le zonage. Cela est indispensable de façon à créer les conditions vers la transition à la durabilité, de façon à créer des villes résilientes, en particulier en raison de problématiques telles que le changement climatique. Et il est nécessaire d'étudier la relation complexe entre les différentes composantes de la ville. Parce que le zonage a détruit cette relation entre les différentes composantes des villes. Le zonage a détruit la relation entre des questions écologiques, des composantes écologiques et la qualité de vie. En général, moi je suis urbaniste, donc je travaille pour l'urbanisation de différentes villes en Italie. Mais je ne crois pas que la situation soit différente dans de nombreux pays d'Europe. Quand il faut définir une zone verte, un espace ouvert dans une ville, avec le zonage, il faut respecter un certain nombre d'indices, certaines évaluations, certains chiffres. La relation, c'est une autre manière de projeter la ville. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux liens entre différentes composantes. Et le fleuve, qui en général traverse de grandes zones de zonage, et la seule, plutôt que d'utiliser, il faut qu'il y ait un seul composante le long de tout ce fleuve et non pas plusieurs composantes différentes. C'est-à-dire que le fleuve, qui, avec son lien avec le bassin hydrologique, avec les réseaux écologiques, qui fait partie des bois, qui fait partie de cet espace ouvert, avec d'autres zones vertes, espaces verts de la ville, et les autres espaces publics de la ville, tout cela, toutes ces composantes sont importantes pour la qualité de vie. Le nombre en soi n'est pas important pour la qualité de vie. Mais ce qui est important pour la qualité de vie, c'est de reconstruire, de régénérer ce type d'organisation de la ville,
c'est-à-dire basé sur l'organisation de la nature. C'est ça la structure de la ville, c'est la nature qui est la structure, qui est la ligne directrice de la ville, qui peut orienter la conception, le design même de la ville. Ce qui fait que, en conséquence, parler de durabilité, parler de transition vers la durabilité, pour étudier cela, il faut étudier la relation entre des espaces pleins et des espaces vides et le rôle que les réseaux environnementaux peuvent jouer en termes de valeur écologique, mais également en termes de valeur récréative. La valeur écologique a un lien avec la valeur récréative lorsqu'on adopte cette façon de voir les choses. Il y a d'autres relations. L'utilisation d'espaces résiduels lorsque l'on conçoit la ville et la nécessité de restaurer des zones écologiques et des réseaux écologiques. Ou par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture urbaine. Dans les villes et dans les parcs urbains. Actuellement, nous pensons que ce sont deux choses différentes, qui ne sont pas connectées. Mais en fait, c'est également pour la récréation, c'est pour la qualité de vie. Donc la relation, le lien entre... Et là, il s'agit de quelque chose qui est important pour l'équilibre énergétique dont vous avez parlé. La relation entre ce qui est fait, les bâtiments individuels et l'organisation globale de la ville. En général, les recherches sur l'énergie pour que les villes soient moins énergivores, des villes dans lesquelles on peut utiliser moins d'énergie. Actuellement, ces recherches sont concentrées sur le bâtiment individuel lui-même. Et je pense que c'est important de le concentrer sur le bâtiment, mais en relation avec un réseau d'infrastructures, c'est-à-dire les autres lieux de développement. Ce qui fait qu'il faut trouver des nouvelles règles d'orientation, des nouvelles règles d'agrégation de bâtiments, d'œuvres, de réalisations individuelles. Et de cette manière, on atteindra mieux les objectifs d'améliorer la consommation énergétique et la qualité de la vie urbaine. Par ailleurs, la relation entre les ressources environnementales qui rentrent dans la ville, qui viennent de ce qui est naturel, de ce qui est à l'extérieur, et les différentes parties de la ville. C'est-à-dire entre différents niveaux, échelles de conception de la ville. Il est impossible de concevoir un espace urbain dans la ville si vous n'avez pas une idée d'un cadre territorial. Ce matin, Mathias, dans cet exposé intéressant, a expliqué ce concept de manière très claire. On ne peut pas travailler à partir d'un espace ouvert dans la ville, mais si vous ne connaissez pas le cadre de cet espace ouvert en dehors de la ville, ça ne marche pas. Parce que ce petit espace est connecté
à d'autres espaces ouverts qui pourraient par exemple être une chaîne de montagnes. On peut appeler ça un espace ouvert. C'est-à-dire que les connexions écologiques existent. Ces connexions écologiques existent et les réseaux environnementaux existent. Des réseaux de récréation existent. Mais même s'ils sont différents, c'est un seul et même concept. Donc, il est indispensable qu'il y ait un lien entre la plaine, le planning local, le planning ordinaire, le planning urbain et la planification plus générale, la planification du paysage. En Italie, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ce qui est local et ce qui est territorial. Il y a un retour de local à territorial. L'interprète se reprend. Il n'y a pas de lien de feedback du local vers territorial, c'est dans l'autre sens, c'est du territorial au local. Alors que ce retour d'expérience du local vers le territorial est indispensable. Pour conclure, il est indispensable qu'il y ait de nouvelles relations à des niveaux différents. Il est important, en fait plutôt, les limites de la ville ne sont pas importantes. C'est un problème pour nous, pour les architectes. Mais la population, les citoyens, ne s'intéressent pas à cela, aux limites de la ville. Ça, c'est un problème pour ceux qui regardent le territoire d'en haut. Nous voulons et pour ceux qui veulent concevoir, nous. Vous vous souvenez, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait les murs de la ville, mais ça aujourd'hui, les limites de la ville, mais aujourd'hui, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est les limites du problème urbain. Non pas les limites de la ville, mais les limites, les frontières du problème urbain. S'il y a un problème dans la ville, il faut connaître les limites, les frontières de ce physique de ce problème. Il faut trouver les limites de la solution qui ne sont pas à ce point-là particulier où vous pouvez voir le problème. La solution, peut-être, dans un territoire qui est différent. Un exemple. Hier, nous avons parlé d'une expérience d'il y a 20 ans. Je suis allée à Chesapeake Bay, la baie de Chesapeake, qui faisait intervenir 4 États dans le nord de New York. Je m'en souviens pas très bien, François. C'est le Maryland, c'est dans le sud de New York? Alors, l'interprète a entendu simplement Virginia et Delaware, mais il y en avait 2 autres. Maryland. Donc, alors, il y avait... C'était une expérience pour l'université d'Albany qui était de réorganiser une zone de la baie de Chesapeake. Alors, le problème là-bas, c'était la pollution de l'air et de l'eau était que ne provenait pas de Chesapeake, de la baie de Chesapeake elle-même, mais d'une zone beaucoup plus vaste qui venait de ces 4 États. Donc il n'y avait pas une municipalité, mais 4 États des États-Unis. Autre exemple, en Chine, nous avons travaillé dans la région de Guangdong, près de la ville de Zhongshan, dans la rivière des Perles. Nous voulions étudier, comment on dit?
l'estuaire, la partie où le fleuve se jette dans l'eau, dans la mer. Mais alors pour moi, il était important de connaître le bassin dans son entier de ce fleuve. Mais une large partie de ce bassin était occupée par l'armée. Et les autorités de la Chine ne nous ont pas donné les données, les renseignements concernant cette grande zone qui avait une influence sur le bassin. Donc moi, je leur ai dit, je ne peux pas étudier et résoudre ce problème. Merci beaucoup, Massimo, et à vous tous. Nous en sommes maintenant au débat, à l'échange. Encore une fois, ce n'est pas un match de ping-pong. Ce serait bien s'il y avait pas seulement un échange avec nous, mais un échange entre tout le monde, commentaires pour démarrer un vrai échange. À vous la parole. Merci de cette table ronde. Je pourrais peut-être démarrer le débat en disant la chose suivante. À vous de juger. Nous disons toujours que lorsqu'il y a beaucoup d'experts autour de la table, il y a différentes opinions, ils disent différentes choses. J'ai essayé de vous écouter avec cette idée à l'esprit. Dans sa présentation ce matin, Mathis a dit que le schéma directeur ne nous amènera pas vers la solution de tous ces problèmes, qu'il fallait plutôt agir au niveau local. Et dans votre présentation, vous avez dit qu'il faut agir à une échelle plus large que la ville. Donc, quelle est la bonne échelle? C'est un peu ma question. Quelle est la bonne échelle pour atteindre la durabilité? C'est bien ça la question que je me pose. Que pensez-vous vous-même? Si je dis ce que je pense, je vais tuer le débat. La durabilité se fait à plusieurs échelles. Qu'est-ce qu'on dit? Pensez globalement, agissez localement. Donc, il faut penser l'idée du milieu urbain avec la région périurbaine et rurale, mais il faut penser localement. Ce n'est pas d'aller de haut en bas ou de bas en haut, mais de combiner les différentes échelles. Merci beaucoup. En fait, je pense que c'est très stimulant. Et je voudrais également dire quelque chose de stimulant. Nous avons repéré le problème. Le problème, c'est celui de l'échelle, de haut en bas, de bas en haut, différents niveaux administratifs. Il y a différents secteurs. C'est ça, c'est bien ça l'enjeu ou la question. Mais la solution qui est très souvent proposée dans les cercles d'aménagement urbain et dans des cercles politiques me fait souvent peur. Trop souvent, surtout ici en France, on va dire qu'il faut restructurer le périmètre de telle municipalité ou de telle région. Il faut modifier les régions comme si rien qu'en change, comme s'il suffirait de modifier les frontières pour trouver une solution. Non, eh bien non. Il faut plutôt... Ce n'est pas une question... ce n'est pas la seule création d'institutions à la bonne échelle qui résout le problème. Cela ne fait que créer des usines à gaz.
parfois, ce sont des institutions très faibles qui fonctionnent à la bonne échelle, mais qui sont trop faibles, donc qui ne règlent pas vraiment le problème. J'aimerais en revenir donc aux différents théoriciens, les géographes, géologues, et qui œuvrent sur des questions d'échelle. Et voici la définition que je propose. La capacité de transférer et de traduire les savoirs d'une échelle temporelle, géographique et sectorielle et autres à une autre échelle. C'est la capacité de transférer les savoirs, la capacité par exemple d'une municipalité de travailler avec une région, par exemple, pour régler un problème lié à un bassin fluvial. Donc il y a deux paliers administratifs différents et une zone à problème qui est à part. Donc, il s'agit de faire travailler ensemble ces deux structures administratives différentes pour régler un problème qui les dépasse d'une certaine façon. Et on veut trouver des solutions durables. S'il s'agit de gérer un bassin fluvial transfrontalier, par exemple, il faut veiller. Il faut faire attention à ne pas faire ce qu'on trouve dans la directive européenne qui parle de la création d'institutions à la bonne échelle. Pourquoi éviter cette solution? Eh bien, en fait, l'institution devrait contribuer à résoudre le problème. Ce n'est pas l'institution en tant que telle qui est la solution. Pour provoquer encore plus de réflexion, je crois que vous avez les préjugés d'un politologue. Lorsqu'on parle d'échelle, ce n'est pas simplement le synonyme de l'institution qui existe à telle ou telle échelle. Et c'est un fait que lorsqu'on se penche sur la politique urbaine, par exemple, à Paris et dans la région parisienne, c'est un fait avéré que le fait qu'il y a la région d'Île-de-France qui est différente de Picardie, cela empêche l'élaboration de politiques de durabilité car il y a des externalités négatives qui transforment vers la Picardie ou vers le nord. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas tenir compte de tout le processus de durabilité si vous ne tenez pas compte du Grand Paris qui a un impact au-delà des frontières de Paris ou de la région Île-de-France. Il ne s'agit donc pas de construire des usines à gaz avec de nouvelles frontières, mais de faire en sorte que les entités qui existent déjà travaillent ensemble dans un cadre et à une échelle qui sont cohérentes avec la durabilité. Il faut donc faire participer des domaines naturels, des zones périurbaines, des systèmes naturels qui offrent des services environnementaux. C'est bien ça l'idée. Mais si vous considérez que l'échelle, cela signifie telle ou telle institution, évidemment, ce serait bête de créer une nouvelle institution avec cette définition-là, mais pour moi, ce sont deux problèmes différents. Je suis d'accord que la coordination d'action entre les différentes entités déjà existantes est une priorité. Pour moi, c'est encore une fois le faux dilemme entre fromage ou dessert. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait de tenir compte d'une région suffisamment grande pour tenir compte de toutes les nuisances, pollution et autres. En fait, c'est difficile parce qu'on ne sait jamais où s'arrêter. C'est ce que je dis aux étudiants, si vous voulez mesurer l'empreinte écologique, il faut y intégrer à votre mesure
il faut calculer tout le carbone qui est consommé pour transporter des bananes, ananas et autres à Paris, par exemple. Il faut tenir compte de tout cela. Je ne sais pas si et justement, j'avais dit qu'il ne serait pas un match de ping-pong et que je ne prendrais pas la parole. Et comme d'habitude, j'ai pris la parole. Je pense à un exemple nord-américain, la frontière de Texas et du Mexique avec l'État de New Mexico. Vous savez, ils érigent un grand mur, une grande clôture entre Mexico et les États américains. Et cela divise les communautés qui ont l'habitude de traverser la frontière, qui traversent selon la saison, le temps, selon les besoins de leur famille. Ce sont des cultures qui existent depuis longtemps et ce n'est pas régi par une quelconque institution, c'est régi par la vie, si vous voulez le dire comme ça. Et pareil pour la gestion des aquifères. L'eau est redistribuée dans la région selon les besoins, mais aussi selon le niveau des pluies. En fait, il faut savoir mesurer ou lire les signaux de la Terre elle-même. Et lorsqu'on supprime cet élément, il nous est très difficile de faire des progrès. Comment intégrer le savoir écologique local à la sphère technique? Comment créer une vraie coopération? Nous avons besoin de la sphère technique, mais en même temps, comment créer une véritable coopération entre ces différentes sphères? Son micro n'est pas allumé. Je ne l'entends pas, l'interprète ne l'entend pas. Il faut allumer le micro. Voilà, ça marche. Merci. En fait, même si les gens ont l'habitude de se déplacer, souvent, et ça vient des États modernes, empêchant les gens de se déplacer librement. En fait, pour moi, c'est une question difficile. Que voulez-vous? Est-ce que vous voulez empêcher l'État d'ériger des murs, des clôtures? Que voulez-vous à leur place? Qu'est-ce qui serait durable? En fait, c'est ça la question. C'est un choix politique. Et je ne sais pas si cela renvoie aussi à la question de la durabilité. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. En même temps, quel serait le rapport de ce que vous venez de dire avec la durabilité? Est-ce que vous pourriez m'expliquer le lien? Il s'agit d'élaborer des stratégies de gestion adaptées et qui susceptibles de s'adapter aux différentes évolutions, par exemple climatiques. Et cela est souvent fondé, ça fait déjà partie de notre patrimoine. Par exemple, savoir comment gérer les réactions aux différentes conditions climatiques. Je ne sais pas comment cela se traduit dans le domaine industriel. On parle de monoculture ou des gestions trop simplistes qui réduisent ou qui diminuent la complexité de ces espaces. Nous ne sommes pas capables de réagir en temps réel et cela nous handicape lorsqu'il s'agit de trouver des solutions durables. C'est une petite idée que j'ai. Vous pouvez peut-être m'aider. Comment gérer nos terres si nous ne réagissons pas en temps réel? Vous allez dire que les États-Unis et le Mexique ont le droit de créer cette frontière et que mais peut-être les droits écologiques devraient être privilégiés aux droits politiques. Ces murs sont construits au nom de l'ordre, mais cela nous empêche de trouver des solutions. Oui, c'est peut-être aussi un conflit d'échelle. L'échelle écologique
Et dans cette région précise, autour de la problématique que vous avez évoquée, cela existe depuis de nombreuses années. Cela, par le passé, n'a jamais été un problème, mais d'autres intérêts réussissent à s'affirmer et cela dresse des obstacles à la poursuite des solutions qui existaient par le passé. C'est peut-être ça qui se passe. Comment régler ce problème? C'est une question d'élaboration de politique, de création de choix, de laisser les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, telles qu'elles ont toujours été. Je suis d'accord avec ça. Mais je ne vois pas le problème scientifique. Que voulez-vous dire par problème scientifique? Il n'y a pas de problème scientifique. Tout ce que vous dites est très clair, c'est un problème politique. Non, je pense que c'est un problème scientifique dans la mesure où c'est une question de gestion des cours d'eau avec les infrastructures dont nous disposons. Nous avons de petites localités ou des localités rurales qui cherchent à gérer leurs cours d'eau de telle ou telle façon. Et puis, vous avez des États qui interviennent d'une manière totalement contradictoire. Hélène voulait prendre la parole, je crois. Oui, non, je pense qu'effectivement, c'est une question politique avant tout, et c'est intéressant de débattre avec vous sur ce que vous dites sur le côté scientifique. Je pense que c'est une question politique, et je pense que, du coup, c'est une question, comment dire, de transformation culturelle du cadre. Le vrai sujet pour moi, il est de passer d'un système où on raisonnait tous en impact à un système où on raisonne en interaction entre les différentes composantes, comme vous parliez tout à l'heure, et donc en écosystème. Et ça n'est absolument pas dans les cultures politiques ou administratives, que ce soit d'ailleurs en Europe ou ailleurs. Donc la question qui se pose, c'est celle que monsieur évoquait, il ne s'agit pas de dire ça ne peut pas se passer dans un cadre institutionnel. Moi, je pense que la bonne question qu'il faut se poser, c'est comment on passe d'un mode de représentation organisé autour de l'échelle et de la structuration administrative et donc politique à une organisation qui reposera sur cette notion d'écosystème avec une gouvernance qui reste à inventer. C'était un peu ça que je voulais traduire dans cette idée de transversalité. Et ce passage qui, pour moi, est la vraie transition, enfin, c'est la mère de toutes les autres transitions, on n'en est qu'au début du début. C'est-à-dire que, voilà, alors moi, je commence à repérer quelques expérimentations à droite, à gauche, mais à mon avis, c'est vraiment ça le sujet le plus fondamental, parce qu'il est structurant du reste. Je veux bien prendre la parole. Personne d'autre ne veut parler. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit est tout à fait exact, tout à fait, vraiment parfait. Donc, alors quoi? Nous avons ces espaces écologiques, nous avons ces territoires qui n'y correspondent pas, et nous sommes dans une espèce d'espace d'entre-deux. Comment nous y adapter? Quel est notre rôle en tant que participants? Un exemple pour moi qui m'aide à me pencher là-dessus, c'est le débat sur les cultures monocultures ou polycultures. Nous perdons la diversité des cultures, mais nous n'avons pas le savoir-faire. C'est un espace où, ici, c'est un espace où nous pouvons réfléchir à ce genre de questions. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole pour éviter justement ce match de ping-pong. En tant que politologue, moi je crois que malheureusement, trop souvent, nous avons une vision trop simpliste de nos institutions et de leur importance pour notre mode de vie civilisé. Trop souvent, j'entends des gens dire qu'il faut les changer, il faut les ouvrir, en toutes sortes de préconisations normatives. Eh bien, c'est très bien, mais en pratique, nos institutions, on parle de nations civilisées. Je pense que c'est
concept qu'il faut retenir. Ce concept a évolué organiquement dans nos sociétés, dans notre environnement au fil des siècles et même des millénaires. Il y a donc des freins et contrepoids. Il y a une certaine identification, une représentation. Les gens font confiance. Les niveaux de confiance passent par des hauts et des bas. En Europe et en France, c'est très bas maintenant, mais par le passé, cela s'est déjà produit. Avant le 11 septembre aux États-Unis, cela avait baissé, et puis cela est remonté. Et cela rebaisse encore. En tout cas, il y a des milliers et des milliers d'institutions. Je mets en garde les gens qui travaillent sur la question de la durabilité de prendre cette question trop à la légère, comme si nous pouvions éliminer des aspects de souveraineté d'un pays ou la maîtrise de territoire d'une municipalité et de céder tout cela facilement à une autre institution qui serait peut-être moins transparente ou moins redevable ou rendrait moins les comptes à la population. Techniquement, ce serait peut-être plus approprié, mais serait finalement moins légitime que les institutions existantes. Parlons de questions linguistiques, ethniques et d'autres questions. Ce sont des problèmes qui ne correspondent pas forcément aux institutions. Il y a des Allemands en Italie, il y a des Allemands en France, il y a des Allemands en Pologne, en République tchèque, il y a des Français en Suisse, en Italie, en Belgique, et ainsi de suite. Voulons-nous vraiment modifier les frontières des pays qui représentent la majorité de ces différents groupes linguistiques et ethniques? Voulons-nous vraiment rabattre les cartes? Nous avons atteint cet état stable de configuration institutionnelle autour d'États et des municipalités et nous y sommes arrivés après en passant par des siècles de souffrance et de guerre, notamment les 2 guerres mondiales. Même, donc, il y a de beaux principes comme la durabilité. Mais moi, je pense qu'il fait très prudent d'enlever un seul élément de l'équation, un seul élément parmi tout ce que je viens de citer. Merci. We had this discussion for your information in one of our ateliers workshop yesterday. Nous en avons parlé en fait hier dans l'atelier. Vous ne pouvez pas dissocier ce problème du rôle des acteurs. Il y a des décisions donc prises au niveau macro et niveau micro, mais mon commentaire, je dirais la chose suivante. Dans chaque échange que nous avons sur la durabilité, il faut prendre des choix, faire des choix. Et il faut clarifier 2 questions. Est-ce que le débat crée de la confiance et de l'engagement? Et est-ce que cela est lié à la légitimité? Jusqu'à quel point est-ce que c'est lié à la légitimité des acteurs et des protagonistes? C'est possible, mais il faut que tous soient d'accord. John et d'autres ont soulevé une palette de questions tout à fait valides, légitimes, mais est-ce que tous les acteurs peuvent œuvrer ensemble pour trouver des solutions ensemble? C'est ça le processus, pour trouver des solutions qui marchent, mais qui sont également légitimes. Il est tout à fait intéressant qu'une bonne partie de l'échange est portée sur des institutions, sur les institutions et sur quel niveau institutionnel
serait le meilleur. Le débat institutionnel est un grand sujet parmi les économistes. Et il y a des différentes écoles institutionnelles. Je trouve que c'est très intéressant qu'on en parle ici, mais c'est aussi un problème juridique. Des débats entre responsables d'administration publique ou de droit public. Ce n'est peut-être pas un si grand problème finalement, car l'après-midi, la question de l'après-midi, c'est quel genre de ville durable voulons-nous pour l'avenir? Et à ma connaissance, qu'en est-il d'une ville comme Détroit aux États-Unis? Est-ce une ville durable ou non? Et comment la changer? Et dans notre région, Sedan, à Roubaix, nous parlons de la durabilité, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'eau. Toutes ces questions sont très importantes. Comment est-ce qu'une ville peut exister si ces industries de base n'existent plus? Je sais quand j'ai la parole. I just want to say, comme j'ai la parole, lors d'une autre réunion à Reims, quelqu'un dit oui, vous parlez de problèmes sociaux. Et personne ne parle de pauvreté et de chômage. Et je peux peut-être vous poser la même question. D'autres l'ont soulevé. Là, je fais une remarque à caractère plutôt général sur ce qui s'est dit ce matin, que j'ai trouvé très intéressant. Le défi à relever pour cet institut et pour tous les urbanistes, eh bien, c'est de réunir les différentes disciplines. Je travaille plutôt avec des économistes et je me rends compte que nous avons besoin des autres disciplines. Nous nous en servons, nous les utilisons, mais les liens entre les disciplines ne sont pas très forts entre économie et droit. Ce sont les deux domaines que je connais bien. Hélène Valade, lorsque vous avez... Je pense que vous avez dit en général parler donc des véritables problèmes scientifiques de l'eau et de déchets, etc. Vous représentez quelque chose de vraiment très, très important, c'est le secteur privé. Et ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas vraiment beaucoup développé aujourd'hui, parce que vous ne travaillez pas seulement ici, n'est-ce pas là, vous êtes vraiment sur le plan mondial. Et vous travaillez dans beaucoup de pays, et comme vous savez qu'un problème technique, c'est qui gère l'eau d'une ville. C'est vraiment très, très direct. Est-ce que c'est la municipalité ou est-ce que c'est vous ou une autre société privée? Et donc, je pense que là, c'est un autre défi, pas simplement des administrations, etc. C'est très, très bien, Eric Renard, ce matin, qui est intervenu, la ville qui a en vue sur le futur, mais aussi la relation entre le privé et le public. Pardon, j'étais un peu ici et là, mais je voulais juste commenter sur un colloque qui est absolument passionnant. Merci. Non, je vous remercie de votre intervention. Je pense que de la même façon que vous exprimez ce souhait d'être finalement en interaction avec d'autres disciplines, de la même façon, nous pensons qu'on ne pourra avancer sur tous nos sujets qu'en étant aussi en partenariat
avec les acteurs publics et en partenariat avec les acteurs de la recherche et du monde scientifique de manière générale. Et je pense que nous avons fait finalement l'expérience que si on restait chacun dans son coin, nous, souvent, dans des citadelles un peu arrogantes, sûres de notre savoir-faire, etc., c'était pas la peine de continuer comme ça parce qu'on allait droit dans le mur. Donc on a fait effectivement tout un chemin qui n'était pas évident en termes, pour le coup, de culture interne, hein. Mais ça nous a pris 5 ans et là on arrive effectivement à proposer des méthodes de travail à la fois internes et du coup qu'on exporte dans notre façon de proposer nos solutions aux villes qui s'inscrivent dans des logiques beaucoup plus collectives. Et j'avoue que c'est d'ailleurs très intéressant d'être pilote de ce type de transformation, donc là à titre plus personnel, et qu'en termes de résultats, ça donne des choses vraiment très intéressantes. Deuxième remarque sur ce que vous avez dit sur l'emploi et la pauvreté. J'ai cité tout à l'heure ce sujet de l'hybridation des modèles de l'économie informelle. C'est typique par exemple dans des pays comme au Maroc, dans le secteur des déchets. C'est vrai aussi ailleurs, on se rend compte en ce moment qu'il faut que nous travaillions à intégrer l'univers de l'économie sociale et solidaire, par exemple, et qu'on n'arrivera pas, si on ne fait que juxtaposer des modèles économiques différents ou de l'entrepreneuriat social qui n'iraient pas interagir avec des modèles économiques plus traditionnels. Et là aussi, nous faisons des expérimentations et nous sommes bien dans cette période au fond de transition, c'est-à-dire où nous sommes dans une mosaïque d'expérimentation un peu partout. On n'en a pas tiré les conclusions pour véritablement faire du déploiement de cela, mais sur ce terrain du social et de l'emploi, on arrive à intégrer par exemple des chantiers d'insertion dans les métiers de l'eau et des déchets. Et donc, on embauche des gens qui viennent de l'insertion. Ça pose d'ailleurs des questions managériales extrêmement intéressantes parce que se retrouvent mêlés des gens d'univers très différents. Et donc, ça aussi, ça contribue à faire évoluer les formes managériales. Voilà, donc c'est vraiment un tissu, oui, je pense que mosaïque est le bon terme, de tout un tas d'expérimentations. Et va arriver le temps, probablement dans pas si longtemps que cela, où il faudra avoir le courage de faire le bilan, l'évaluation de ces expérimentations et de se donner les moyens vraiment d'en déployer quelques-unes. Le microphone de l'orateur n'est malheureusement pas allumé. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être lui faire signe? Finally, I say nothing. Eh bien finalement, je ne vais rien dire. En principe, nous avions une présentation de Suez Environnement à 16h, mais elle m'a dit qu'elle a déjà trop dit, donc je n'ai rien à dire. J'espère qu'au travers de ce que je vous ai dit, voilà, vous avez eu une présentation de Suez Environnement. S'il faut que je la fasse de manière plus formelle, c'est évidemment possible. On est donc, j'ai envie de vous dire 3 choses sur Suez Environnement. C'est qu'on est d'abord 80 000 personnes. Nous sommes dans 70 pays, on est organisé autour des métiers de l'eau et des déchets et on accorde de l'importance à 2 choses qui nous semblent capitales. C'est le dialogue avec les parties prenantes. D'ailleurs, on a refondé l'ensemble de la stratégie de Suez Environnement en ayant des panels, enfin des stakeholder sessions, des panels de discussion avec les parties prenantes externes et internes. Deuxième chose à laquelle on croit beaucoup, c'est évidemment aux politiques de développement durable qui petit à petit s'inscrivent dans la stratégie globale de l'entreprise. On est de ce point de vue assez en avance parce qu'on s'est doté d'une charte de développement durable qui sert d'aiguillon à tout ce qu'on fait. On a 12 objectifs datés, chiffrés à atteindre jusqu'en 2016 qui portent autant sur la réduction des gaz à effet de serre que sur justement le fait de booster la valorisation énergétique des déchets. Et puis, troisième chose, mais je vous en ai parlé tout à l'heure,
qui fait partie de notre manière d'être, on consacre par an 74 millions à la recherche, mais on le fait de plus en plus en partenariat avec des acteurs du public, des ONG, qui elles aussi ont une expertise notamment sur les sujets environnementaux extrêmement forts. Et puis avec les startups, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Orange pour justement travailler dans une synergie plus rigoureuse avec les startups. Voilà, donc c'est un peu très rapidement dit la carte d'identité, en tout cas l'ADN de Suez Environnement. Bon, eh bien, merci. Du coup, ce qui nous permet, c'est très très bien, du coup, parce que ça nous permet de prolonger un petit peu la discussion au-delà de 4 heures, si on a envie, puisque, bon, la présentation, il y a une présentation, mais du coup, ça nous laisse plus de temps, tant mieux. Et puis, merci. I was just asking myself, Je me demandais, Massimo, vous n'avez pas dit grand-chose après votre présentation. Peut-être voudriez-vous rajouter quelque chose, un commentaire quelconque? Peut-être quelques réflexions. Tout d'abord, je suis convaincu, d'ailleurs je suis même d'accord, que le problème n'est pas par rapport aux différentes échelles, mais plutôt par rapport aux différentes solutions, mais qui doivent être adaptées. Il faut essayer d'étudier la manière dont le contact est assuré entre ces différentes échelles, entre ces différentes composantes, ainsi que les connaissances sous-jacentes. Je pense qu'il y a une autre approche qui nous permettra d'atteindre ces solutions. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire. Ces 30 dernières années, j'ai pu lire beaucoup de choses, notamment dans un travail de recherche, dans différents travaux de recherche sur ces approches interdisciplinaires. Mais dans la pratique, dans les actions quotidiennes, l'approche interdisciplinaire disparaît. Elle n'est pas visible. Il n'y a qu'une seule discipline qui est mise en place à la fois. Il y a une discipline principale et les autres sont considérées secondaires. Cela représente un réel problème pour l'université, pour la recherche, puisqu'il s'agit ici de l'université de recherche. C'est un problème partout, et c'est un problème dans l'organisation de certaines universités. Je sais que ce n'est pas le cas partout, parce que l'université de Reims, par exemple, a une autre approche. Mais en Italie, par exemple, il existe ce type de problème dans l'organisation des universités, et notamment dans le cadre d'une approche interdisciplinaire. Et donc j'estime qu'il faut une vision qui ne permet pas de contourner la question de l'interdisciplinarité. Il faut avoir une vision globale. Je pense que si on peut commencer par le cadre, nous pouvons mettre en œuvre une approche interdisciplinaire. Le cadre est bien entendu un élément important, puisque, par exemple, si on prend en compte le paysage, il y a les activités humaines, il y a la nature, il faut prendre en compte tout cela. Cette approche qui prend en compte un cadre et donc une vision globale demande également d'être combinée avec une vision désarticulée. Donc c'est normal. Il y a une vision globale et une vision particulière. Hier, quand Mathias s'est promené dans la rue, là, pas loin de l'hôtel,
Je me souviens, enfin, je me suis souvenu de l'anthropologue et du philosophe Moren, qui était géographe et anthropologiste. Anthropologue. Et il disait que pour comprendre comment est constituée une forêt dans une région, il faut d'abord monter dans un hélicoptère, survoler la région, et ensuite il faut se promener à travers cette région, cette forêt, et il faut toucher. Il faut être en contact avec chaque arbre, avec chaque feuille de chaque plante, et donc avec l'ensemble de l'environnement. Et donc je pense que cette vision globale permet de mettre cela en œuvre. Et c'est pour cela donc que j'aimerais évoquer cette idée, l'importance des émotions, de cette participation, de cet engagement des individus. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est très important de travailler à travers, par exemple, des instances comme le Conseil européen, où j'ai participé à Florence à une conférence, la conférence du paysage européen en octobre 2000. Et l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'époque, ont ratifié cette directive. Ceci est important parce que la question du paysage et donc la Convention sur le paysage européen nous permet de bien évaluer ce qui constitue le paysage et d'essayer d'établir la valeur de la part des parties intéressées et de la part des populations concernées. Par exemple, qui sont ces parties et cette population? Eh bien, parmi les parties, il y a l'État et la communauté locale. Le public a une vision plus large. Et donc nous avons ces deux visions. Ces deux visions nous emmènent ensuite à évaluer notre projet de ces deux points de vue et de manière contemporaine. Il y a bien sûr beaucoup d'expériences qui commencent qui commencent donc de manière basique et donc qui commencent et qui sont construites du bas vers le haut. Par exemple, les accords sur les fleuves et les cours d'eau. C'est un accord qui a été obtenu parce que les peuples riverains, les peuples qui vivaient le long du cours d'eau, se sont organisés dans un premier temps pour essayer de protéger et de mieux utiliser le cours d'eau, ainsi que le territoire autour du cours d'eau, et pour avoir une meilleure urbanisation aussi de cette région. Et il ne s'agit bien sûr pas que du fleuve, mais du bassin fluvial. Je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont présentes ici, qui ont fait ce genre d'études et qui sont très informées, voudraient participer, parce que je pense que ce que vous avez évoqué permettra sans doute d'avoir des commentaires. Donc j'aimerais voir s'il y a déjà peut-être des réactions par rapport à ce que vous dites. Allez, nous sommes à l'université d'été. Qu'en est-il de la défense des contrats concernant les cours d'eau? Donc, quelle est la situation par rapport aux contrats qui régissent les cours d'eau?
Alors en Italie, il y a effectivement quelques connaissances, quelques expériences, en France également, au Royaume-Uni. And in USA. I give you some information about experience in Tuscany. Et aussi aux États-Unis. Je vais vous donner des informations qui concernent ces exemples, notamment un travail rédigé par Alberto Magnani. C'est très intéressant parce que, en fait, il y a un moment où il faut communiquer. Il fallait communiquer avec la population qui vivait le long de la rivière et expliquer l'importance de la rivière, mais la complexité également de ces dynamiques, puisque le cours d'eau lui-même est bien sûr large. Il y avait une question de loisirs, d'agriculture, de la végétation. Mais c'est le nouveau contact entre le cours d'eau et la ville, car il y a un contact historique entre la rivière et la ville qui est différente de celle à laquelle vous êtes habitué, donc à votre univers de sens par rapport à la rivière. Et donc nous avons commencé avec cela et ensuite la population a organisé un parcours institutionnel qui a mené à un accord. Grâce à cet accord, avec cet accord, ils sont allés à la municipalité. Alors dans les marches, il y a eu des expériences où nous avons commencé avec un accord sur la rivière et qui établissait, qui discutait de la question du risque hydrologique. Donc, comment pouvoir limiter les risques hydrogéologiques. Et pourquoi faire? Eh bien, c'est facile à expliquer, parce que ça me paraissait important. Je pense qu'il y a encore des questions là, parce que là, on n'est pas dans une réelle discussion. Donc peut-être avez-vous d'autres questions? D'abord, pour que ce soit plus interactif. J'aimerais revenir au sujet que Massimo, tu as évoqué, et Madame aussi, d'un point de vue, donc, du point de vue d'une entreprise et aussi d'un point de vue plus global. Nous avons parlé du paysage et des terrains. Et du point de vue d'une entreprise, est-ce que vous êtes à même aujourd'hui, à travers vos discussions concernant la durabilité et la transition, de définir certains biens comme des biens publics, par exemple l'eau, la terre. En tant que Suez Environnement, pouvez-vous, par exemple, envisager d'avoir des ressources communes? Et comment ces ressources communes devraient ensuite être gérées dans une approche long terme? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt concentré sur, non pas tellement une approche court terme, mais certainement une rentabilité et une performance économique plus à court terme? Est-ce qu'on peut faire un lien entre la question de performance et la gouvernance, et notamment en ce qui concerne des biens publics, des biens communs? Ce qui peut être important pour vous en tant qu'entreprise, mais également pour la communauté. Alors, d'abord, l'eau est un bien commun et reste un bien commun. Nous sommes là que pour gérer des services d'eau, donc pour la traiter, la rendre potable, la distribuer et l'assainir. Votre question est intéressante parce qu'elle renvoie à une préoccupation qui est au cœur du développement durable au sens fort du terme. Je m'explique. Le modèle économique qui est lié à l'eau a de tout temps été un modèle de volume. C'est-à-dire que le service de l'eau repose sur la facturation de mètres cubes consommés. On estime que cette façon d'appréhender le sujet est en contradiction parfaite avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire finalement avec le passage de l'eau au sens eau potable à la protection des ressources, et notamment protection des ressources en eau. Bon.
C'est d'ailleurs assez difficile à expliquer parce qu'on a tendance à confondre complètement le sujet de l'eau potable et le sujet de la protection de l'eau, des rivières, des nappes phréatiques, etc. Bon. Et donc, pour promouvoir, pour inciter à protéger la ressource en eau, on a imaginé, on le fait simplement et très modestement dans 15 contrats de délégation de services publics en France, on a imaginé de faire reposer le modèle économique du contrat, non pas sur le volume, mais sur la performance environnementale du contrat. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité, nous, opérateurs, de proposer à la collectivité locale une façon d'exploiter le service qui va être moins émetteur de gaz à effet de serre, qui va être plus en protection de la ressource dans laquelle on va puiser de l'eau pour la rendre potable. Ça veut dire que, par exemple, on fait, si je suis très concrète là-dessus, des accords de partenariat avec des agriculteurs pour que les champs captants soient protégés. Bon. Et donc, ou alors c'est de la bioagriculture, etc. Bon. Et puis, troisième indicateur, celui de notre capacité à restaurer la biodiversité qu'on serait amené à détruire, et pas seulement. Soit la restaurer, soit la promouvoir davantage. Et puis, dans certains contrats, il y a un quatrième indicateur qui repose, lui, non pas sur des indicateurs environnementaux, mais sur des indicateurs de la qualité de service, au sens satisfaction du client final. Et donc, la rémunération se fait à partir de l'atteinte de ces objectifs environnementaux et sociétaux qui ont été déterminés en partenariat avec la collectivité locale. Donc, vous avez 1000 fois raison de poser cette question, parce que je pense que c'est ça qui fera véritablement avancer ce sujet. C'est vrai pour l'eau, il faudrait que ça soit vrai pour d'autres types d'industries, c'est-à-dire quand on sera capable de raisonner en externalité positive ou négative de l'ensemble de nos process, et quand on sera capable de donner une valeur à ces externalités, encore une fois négatives ou positives, alors on pourra véritablement faire avancer le modèle global et donc prétendre vraiment à une vraie durabilité. On est au début du début de cela, donc je reste vraiment très modeste, mais c'est effectivement un de nos axes de recherche et de quelques expérimentations. D'ailleurs, juste une précision, on est aussi en état d'évaluer certaines de ces expérimentations qui ont commencé il y a quelques années. La vraie difficulté, pardon de le dire dans ce lieu, mais c'est justement que on se heurte à des habitudes culturelles. Et c'est pas simple du tout de faire comprendre ce nouveau type de mesure, de calcul finalement d'une performance à la collectivité à laquelle on s'adresse. Bon. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire comment, sur une plateforme un peu élargie, sur une table ronde qu'on est en train de monter avec justement des économistes et des environnementalistes et des élus, comment on peut travailler pour faire avancer ce sujet d'un modèle qui reposerait sur la performance environnementale. Donc, juste avant de passer la parole en 30 secondes, je ne peux pas m'en empêcher. Je pense à la performance environnementale et je me rappelle le cas d'une ville dont je tairai le nom, dans les Pyrénées-Orientales, qui avait justement une proposition pour les traitements de l'eau, etc., et qui disait « nous, on n'en a pas besoin parce que notre eau est excellente ». Et la preuve que leur eau était excellente, c'est qu'ils avaient une fontaine. Dans cette fontaine, des gens venaient de kilomètres autour pour aller remplir des jerrycans avec cette eau. Et elle était effectivement très puissante, cette eau, parce qu'une fois que les gens avaient bu ça, c'était comme une tisane dépurative. Bref, ils se vidaient. Désolé, et ils trouvaient que c'était très curatif. En réalité, on a découvert au bout d'un certain temps que les vieilles installations de renvoi des eaux usées suintaient dans la nappe à l'endroit dans lequel circulait l'eau. Bien, voilà une belle habitude culturelle qui donne l'impression que tout va bien, alors que c'est plutôt le contraire. Donc, voilà. Oui, pardon. Sandra ? Oui, ça marche. Donc je suis content. Ici, la réaction était donc, disons, culturelle, important, mais je suis content pour Hélène Valade qui donc vient de soulever
une question importante, donc pas seulement le volume, mais aussi, ça veut dire la quantité, mais aussi la qualité. Alors la qualité a un prix. On n'a pas beaucoup parlé de prix aujourd'hui, mais, et tout de suite quand on pense au privé, on pense au profit. C'est une terrible chose, le profit. Bon, le succès, si on veut qualité, quelquefois il faut payer. Et donc, est-ce que vous avez des remarques à faire? Parce que je suppose pour vos contrats et dans votre expérience nationale, mais aussi internationale, vous venez et dire, mais écoutez, n'est-ce pas, nous, on va demander tant, on propose tant par litre pour l'eau, mais ça coûte, parce que voilà, n'est-ce pas, la quantité. Est-ce que, bon, c'est sûr qu'il y a certaines municipalités qui disent, mais nous, on peut le faire moins cher. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est l'éternel entre le public et le privé. On doute des privés parce qu'ils vont nous exploiter et faire des profits sur nos dos et tout. Pardon, je suis un peu cru dans mes... Non, mais vous savez, j'ai l'habitude de cette polémique qui a des fondements que l'on comprend bien, parce qu'il y a probablement des entreprises qui ne se sont pas très bien comportées. Donc voilà, je pense qu'il faut... être en capacité, avoir le courage d'entendre ce type de choses et de dépasser cela. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, nous. Bon. Maintenant, une entreprise, sa finalité, et je pense que c'est la vraie question du développement durable aussi, de ce concept de RSE, c'est-à-dire de responsabilité de l'entreprise, c'est à la fois de faire du profit, mais tout dépend de la manière dont elle fait et de la manière dont elle le redistribue. Et donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire à la redistribution en termes de formation, en termes de bien-être de nos salariés et en termes d'innovation technologique. Alors maintenant, sur le prix de l'eau en tant que tel, vous savez comme moi que le prix de l'eau, il intègre tout un tas de composantes et qu'il est très dépendant, et ça on l'oublie très très vite, et il y a quand même beaucoup de mauvaise foi dans ces débats, il dépend beaucoup de la qualité de la ressource d'origine. Et donc des traitements qu'on est obligé de mettre derrière pour que l'eau soit potable. Donc le prix de l'eau, il est fonction de ça avant tout. Mais c'est ce que je disais à monsieur, je pense que justement, il faut qu'on sorte de cette logique purement quantitative sur le prix pour intégrer dans la rémunération et donc dans la tarification ces composantes environnementales. Je vous donne un autre exemple. En France, c'est pas vrai dans tous les pays et notamment pas en Europe. En France, le prix de l'eau est le seul service public qui ne soit pas dépendant de la capacité contributive de chacun des individus. C'est-à-dire que tout le monde, dans une collectivité donnée, qu'on soit pauvre ou riche, paye le même prix de l'eau. Bon. On peut tout de même considérer que c'est peut-être pas automatiquement la meilleure chose. Bon. Donc on a travaillé avec des sociologues, là pour le coup, et avec quelqu'un comme Martin Hirsch, pour essayer de réfléchir à d'autres modes de tarification qui prendraient en compte cette capacité contributive des personnes. Et on a obtenu du législateur le droit à expérimenter des tarifications différentes en fonction des revenus des gens, et on le fait notamment à Dunkerque. Donc vous voyez, je pense que sur tous ces sujets, il faut être en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des différents enjeux qui soient environnementaux, sociaux et économiques, et le plus important, c'est d'être dans l'évolution et dans la transformation de ces modèles. Pardon François, juste, vous avez utilisé un autre terme qui est absolument fondamental, c'est les phénomènes d'externalité. Très important en économie, mais partout. Alors donc l'objectif éventuellement, c'est internaliser ces externalités. Ça veut dire faire payer. Et aujourd'hui, quand on pense donc aux transitions urbaines, faire payer les gens, bon, laissons de côté écotaxe et tout ce que ça c'est, mais ça fait partie un peu, c'est pas forcément dans les villes, mais aussi faire payer les gens qui entrent Paris, n'est-ce pas? Tout ça, éventuellement, pour vous, c'est un défi, mais c'est pour toute la société un défi. C'est pour toute la société. Moi, c'est ce que j'appelle la fiscalité incitative. Il faudra quand même qu'à un moment, on passe par là. C'est-à-dire une vraie fiscalité qui pénalise la pollution et les pollueurs. Et quand on examine l'ensemble des choses, notamment en France, on se rend compte que ce principe qui a été érigé comme un principe fondamental est absolument pas respecté.
Bon, pour le prix de l'eau, c'est ça. C'est-à-dire le consommateur d'eau paye l'ensemble de la facture d'eau, alors, et notamment la protection de la ressource, alors que ce ne sont absolument pas eux qui la polluent. Mais bon, et je pourrais dire ça pratiquement de tous les secteurs d'activité. Donc oui, moi je plaide beaucoup, alors à titre en plus individuel, parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle le C3D, qui est le Collège des directeurs du développement durable, pour qu'on aille dans le sens d'une fiscalité beaucoup plus incitative. Mais ça repose sur des travaux d'experts sur cette notion d'externalité. Et tant qu'on ne sera pas très robuste là-dessus, on ne pourra pas non plus prétendre à révolutionner la fiscalité. Oui, ça prolonge un petit peu le débat que nous avons à l'instant pour démontrer aussi que la question de la durabilité n'est pas forcément antinomique du coût. Parce que bien souvent, on l'entend par rapport à la question de l'eau. Je vais donner juste un exemple concret du territoire, qui concerne d'ailleurs une filiale de GDF Suez, qui est que sur le territoire rémois, on exploite, la collectivité exploite avec une des filiales de GDF Suez, Cofeli pour ne pas la nommer, à travers la Socram, un chauffage urbain. Et à un moment donné, nous nous sommes interrogés avec les acteurs, puisque c'était c'est un grand quartier d'habitat social qui est alimenté par le chauffage urbain, de travailler autour du mix énergétique pour essayer de faire en sorte d'apporter un service nouveau à nos concitoyens, mais en même temps d'avoir sur la facture énergétique, puisqu'on s'adressait à une population qui avait des moyens modérés, d'avoir aussi un effet sur la facture énergétique. Et on a ajouté à la chaufferie qui existe aujourd'hui, qui était notamment liée aux déchets ménagers, alimentés par le déchet ménager, mais alimentés aussi par du charbon, alimentés aussi par du gaz, du bois, la création d'une chaufferie bois. Et ce mix énergétique a fait que nous avons dépassé la production de chaleur issue des énergies renouvelables au-delà de 50%. La conséquence, c'est que la TVA est passée de 19,6 à 5,5. Et donc, de fait, le locataire concerné par ce chauffage urbain a eu de fait un effet sur sa facture, entre guillemets, sa facture de chauffage. Et donc, on voit bien à travers un exemple comme celui-là qu'il peut y avoir aussi, qu'il n'y a pas de contradiction entre la volonté de s'engager dans une démarche de durabilité et un surcoût pour le citoyen. Il peut y avoir des conjonctions, des engagements réciproques qui permettent d'aller vers du gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, tu veux. Vous avez entièrement raison. Juste en 2 mots, la valorisation énergétique des déchets permet cela. Il y a des expérimentations dans certaines villes, notamment au sud de la France, où on voit bien que ça peut faire diviser par 2 la facture soit de climatisation, soit de chauffage des habitants qui sont avoisinant un centre de valorisation énergétique de déchets. Donc bien sûr, et c'est ça l'objet aussi, c'est en quoi cette performance environnementale, elle peut être aussi de la performance économique, à la fois pour la collectivité locale et pour l'habitant. C'est une équation à 3 branches, quoi. Bien, comme on dirait dans Orange Mécanique. Bien. N'est-ce pas ? Wal, Alex. Bien. Donc, là, il est 4h20. J'aimerais qu'on prolonge, mais malheureusement, certains parmi nos invités ont des trains à prendre vers 5h, 5h15. Il faut quand même prendre le temps d'avoir un petit café et autres. Donc, on va être obligé de terminer. Donc, je voudrais remercier tous les participants. Je souhaite d'ailleurs les revoir dès l'année prochaine et en tout cas rester en contact avec eux, parce que ce que nous sommes en train d'entreprendre ici est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Quand je dis s'inscrit dans la durée, je tiens à mentionner quand même, parce qu'on ne l'a pas fait depuis ce matin et que le temps plus ou moins long est important, que Éric Quénard, ici présent, avec l'ancienne municipalité, nous a porté pendant les 4 années. Ça fait également partie des partenariats que nous avons anciens. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que l'on a réservé ce lieu au mois de décembre de l'année dernière. Et je crois que c'est important de mentionner les choses. Et je suis content de voir que actuellement, il y a de l'intérêt à nouveau et que les choses reprennent. Mais je crois qu'il faut
prendre des deux côtés. Je pense qu'on a un vrai soutien. Bon, là maintenant, j'espère et je souhaite, je vois venir également un soutien, mais je voulais mentionner que quand même sur les années précédentes, on a été bien suivis sur les 4 premières rencontres. Voilà. Je pense que l'année prochaine, la configuration des rencontres de Reims je touche du Formica, sera la même, c'est-à-dire j'aimerais développer à nouveau les séminaires fermés avec restitution dans des lieux un peu sympathiques. Et je pense que là, il y aura une continuité, puisque j'en ai causé là, hier soir et encore ce matin, et je crois qu'il y a une volonté de poursuivre, ce qui me plaît bien, quoi, ce travail entrepris ensemble. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus que ça. Et je vous propose donc de passer à l'étape café, thé et discussion. Ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps parce qu'ils n'ont pas de train à prendre, parce que l'endroit est beau et que ça fait plaisir d'y être, et qu'ils ont envie de discuter, de continuer à débattre, c'est possible. Merci encore une fois.